Merci à tous de nous rejoindre pour le 20h ce dimanche. Nous sommes ravis d'être en votre compagnie sur RTI 1. Les titres de l'actualité. Il a quitté la région du Hambol après une visite d'État de 4 jours. Une des étapes chargées de symboles, le président Alassane Ouattara est allé se recueillir sur la tombe du général Ouattara Thomas Dakin, illustre fils de la région, premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne et premier maire de Katiola. Après ce séjour dans le Hambol, c'est demain lundi que le président va prendre la direction du Sénégal pour le sommet extraordinaire de l'UEMOA à Dakar. Il y sera entre autres question des politiques économiques pour permettre aux pays d'Afrique subsaharienne de répondre efficacement à leurs besoins de développement. Le Sahara 2019 se referme ce dimanche sur des notes positives. Une édition qui aura tenu toutes ses promesses en termes de mobilisation et de participation et qui aura surtout généré plus de 238 milliards de francs CFA en termes d'intention d'investissement dans le secteur agricole. Et puis la lutte contre le sida est mise en exergue ce 1er décembre, date de la journée mondiale de lutte contre la pandémie. En Côte d'Ivoire, de nombreuses actions voient le jour pour soutenir cette lutte et réduire à zéro le taux de transmission de la maladie. Bonsoir à tous, nous sommes le 1er décembre, bienvenue. Il aura passé 4 jours dans le Hambol. La visite d'État du président Alassane Ouattara s'est achevée hier samedi au stade Thomas Dakin de Katiola. Et le président n'a pas quitté le Hambol sans aller s'incliner sur la tombe du général Ouattara Thomas Dakin, premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne qui s'en est allé il y a de cela 29 ans. Kader Sogodogo. Katiola, résidence de feu le général Ouattara Thomas Dakin. La République, avec à sa tête, son chef se souvient et est reconnaissante au premier chef d'état-major de Côte d'Ivoire. Un moment chargé d'émotion pour la famille. Au nom de toute la famille Dakin, nous vous exprimons notre infinie reconnaissance et vous témoignons toute notre gratitude. Dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe du général décédé le 21 janvier 1990 et de son épouse Anne, partie 7 ans après lui. Alassane Ouattara prie. Ouattara Thomas Dakin, une fierté pour toute sa descendance. Très heureuse de savoir qu'on vient d'une grande famille, le premier général de Côte d'Ivoire. Je viens de cette famille-là, je suis très heureuse. Et puis je suis heureuse aujourd'hui que le président puisse l'honorer comme il se doit. C'est une satisfaction pour nous. La famille Thomas Dakin, une histoire. Feu le général Thomas Dakin et son épouse, ma maman Anne Dakin, ont été témoins du mariage de mes parents. Et le prénom que j'ai, c'est celui de Madame Dakin. Celui de mon frère aîné également, Éric Jean Dakin, c'est celui du général Dakin. Mon père et ma mère l'avaient fait pour exprimer leur reconnaissance et leur attachement au général. Et les liens de famille sont restés très forts. 5 millions de francs CFA pour la famille. La réhabilitation de la résidence et du caveau du général. Le président de la République, Alassane Ouattara, reste ainsi attaché à tous ceux qui ont contribué à écrire les belles pages de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, il laissera une note dans le livre d'or ouvert pour la circonstance. Revenons sur cette période du 27 au 30 novembre dernier. La région du Hambol a écrit une page importante de son histoire. De Katiola à Dabakala, en passant par Niakara, le chef de l'État est allé à la rencontre des populations dans toutes leurs composantes. Entre meetings et actions de développement, chronique d'un séjour présidentiel avec Kader Sogodogo. Tout commence le 27 novembre 2019 dans la matinée. Alassane Ouattara foule le sol du Hambol. Premier pas pour une visite d'État dans la région. Avec lui, toute la République, le centre d'intérêt de la Côte d'Ivoire, le lieu où toutes les décisions seront prises pendant 4 jours est Katiola. Son premier bain de foule laisse entrevoir la joie des populations de le recevoir. Après le Conseil des ministres, le lendemain 28 novembre démarre la tournée. Niakara. Les populations sont au rendez-vous de l'accueil. La mobilisation est à la dimension de l'homme d'État. La fatigue n'est pas au rendez-vous. Le chef de l'État a le temps d'échanger avec les élus et cadres des différents départements. Que dire
Des actions de développement, bitume, reprofilage de routes, adduction en eau potable, mise sous tension électrique, pose de premières pierres, etc. Alassane Ouattara est arrivé avec le développement. Des actions profitables aux populations. La mobilisation de Dabakala, le 29 novembre, en dit le long. Katiola, chef-lieu de la région du Hambol. Le 30 novembre, l'apothéose, une sorte de finale. Le stade Ouattara Thomas d'Aquin a tout simplement refusé du monde. Katiola aura respecté sa tradition de ville hospitalière. Des paroles fortes, il y en a eu. Avant la visite, le président de la République a procédé à de nombreuses réalisations au profit de nos populations et de nombreuses promesses ont été faites. Et je pense qu'après cette visite, ça va être la renaissance du handball. Nous sommes reconnaissants, indéfiniment reconnaissants au président de la République. Son nom rime avec développement. Donc aujourd'hui, nous sommes convaincus que la région du handball qui était restée en arrière va aller de l'avant et aller de l'avant, de l'avant, de l'avant. Le handball dans son ensemble peut se réjouir. Le chef de l'État est venu dans le handball. Des actions de développement également. Des engagements ont été pris. Alassane Ouattara est reparti. Une chose est certaine. Le handball retrouve une dynamique nouvelle. Les nuages se sont dissipés. L'espoir est à l'horizon. Dans cette zone centre-nord de la Côte d'Ivoire, la tradition occupe une place importante. Un de ses pans essentiels se trouve dans les alliances interethniques et dans certains pactes entre peuples. Par exemple, à Katiola, Tagbana et Mangoro ne peuvent pas se marier, une exigence de la tradition née d'un pacte entre les deux peuples. Aujourd'hui encore, cet interdit demeure. Eugène Atoubé s'y est intéressé. Nanyankara, à l'origine village, aujourd'hui quartier de la commune de Katiola. Ici, les autochtones sont les Tagbana. Ce matin, Paulette, résidente du quartier, accompagne sa cousine Carole au domicile du chef de village. La jeune dame, arrivée de la capitale, est édifiée sur plusieurs questions touchant à la tradition en pays Tagbana. Au nombre de celles-ci, le mariage entre Tagbana et Mangoro. Quand il y a un Tagbana qui marie un Mangoro, vraiment, il n'a pas la chance. Il n'a pas la chance. On a demandé de voir, on n'a qu'à accepter, on a se marier, les vieux ils ont dit non. Et ce n'est pas la peine de le faire. On dit quelque chose qui n'est pas bon et ce n'est pas bon. Mais pour nous expliquer le fond, pourquoi ils ont dit ce qu'ils ont dit et c'est tout. On n'a qu'à respecter comme ça. Ce que les vieux nous ont expliqué, il y a eu un pacte signé entre les deux. Bon, le Mangoro était chasseur, le Tagbana est cultivateur. Le Mangoro avait confié sa fille au Tagbana, sa fille malade. Donc lui, il va à la chasse. Quand il va à la chasse, il peut faire 2-3 mois. Tout le temps qu'il mettait en brousse, à son retour, il trouve sa fille intacte. C'est-à-dire que le monsieur n'était pas tenté de faire quoi que ce soit à la fille. Donc il a dit depuis ce jour-là que nous sommes devenus plus que frères. Les Mangoro, autres peuples autochtones de Katiola et les Tagbana, vivent en parfaite harmonie. Deux peuples frères qui partagent la même histoire et les mêmes valeurs, mais ayant chacun sa propre identité. S'il y a un tel de mariage entre les Tagbana et les Mangoro, c'est un pacte qui a été signé entre les deux vieux. Ils se sont dit quoi? Si on se marie entre nous, que demain, il y a un problème entre nous, qui va gérer? Qui va régler? Pour préserver l'harmonie, pour préserver l'union, ils se sont dit on ne se marie pas. À Katiola, les Mangoro peuplent les quartiers Mangoroso et Goroso qu'ils présentent comme le siège de leur pouvoir. Goroso, justement, abrite la carrière d'argile d'où est extraite la matière première pour les potières. Des femmes qui, malgré leur atout et leur génie créatif, sont interdites de mariage avec les Tagbana. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui a été décidé par nos ancêtres depuis des années. Nos aînés ont fait des efforts pour remédier à cela.
Mais il faut dire que ce problème-là demeure. Il y a une autorité d'ici qui a essayé de voir les sages pour leur demander s'il n'y avait pas de sacrifice à faire pour que les Mangoro et les Tagbana se marient. Donc ils ont dit que vraiment, eux, ils ne pouvaient pas, parce que c'est un truc qui date de longtemps, que ce n'était pas possible. Je souhaiterais que nous suivons le chemin des ancêtres. C'est le primordial pour moi. Non loin du domicile du chef de Nanyanka, le chef de village de Gorosso, Sitigui Kone, reçoit Paulette et sa cousine Carole. L'octogénaire rappelle aux deux jeunes dames l'origine du pacte entre Tagbana et Mangoro, pacte selon lequel tout mariage entre ces deux peuples est interdit. Aujourd'hui, la jeune génération ne peut prétendre violer ce pacte qui a valeur non interdit au nom du respect de la tradition et de ses dépositaires. Deux êtres qui s'aiment ne pourront jamais cacher cette relation-là. Et à la longue, il y a des personnes qui tiennent encore à l'histoire et à la coutume qui feront certaines choses pour leur créer des problèmes, des malédictions, les maudits, etc. Et ils seront face à des problèmes qu'ils ne pourront pas gérer. Le mieux est de respecter le pacte qui existe depuis belle lurette entre le peuple tabanan et le peuple mangoro. Le mariage entre Mangoro et Tagbana est impossible. S'il y a des problèmes entre frères Tagbana eux-mêmes, pour finir ce problème entre les Tagbana, l'on va demander l'intervention des Mangoro. L'interdit sur le mariage entre Tagbana et Mangoro a traversé le temps. Malgré le modernisme, il reste encore vivace, quel qu'en soit le type. Mariage traditionnel comme mariage civil. À la mairie de Katiola, les services de l'état civil ne mentionnent aucun cas de mariage entre enfants de ces deux peuples. Un fils Tagbana peut fréquenter un fils Mangoro et vice-versa. Mais il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de rapport sexuel. Donc jusque-là, je n'ai pas encore reçu de dossier de mariage pour ces deux ethnies-là. En tout cas, bon, si les enfants s'aiment, on ne peut pas faire autrement parce que c'est venu de nos parents. Pour moi, on peut trouver une solution pour bannir ça. Pour les contrevenants, mais on raconte qu'ils subiront d'une façon ou d'une autre le châtiment des ancêtres. Cela a amené bien de personnes à penser que le pacte signé par les deux ancêtres de Tagbana et Mangoro était une façon de faire régner la paix, l'harmonie sociale et le vivre ensemble entre ces deux peuples. Aujourd'hui encore, ce pacte ou cet interdit conserve tout son intérêt. L'interdiction du mariage entre Mangoro et Tagbana a mis ici en lumière à la faveur donc de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Hambol. Et après cette visite, hier samedi, le chef de l'État a tenu sa traditionnelle conférence de presse. Son intégralité vous sera proposée juste après ce journal. On referme cette page consacrée au handball qui aura vécu 4 jours particuliers. On s'intéresse maintenant à la conférence internationale sur le développement durable et au sommet extraordinaire de l'UEMOA. Le président Alassane Ouattara va prendre part à ces deux rencontres à Dakar, au Sénégal. Jérôme Kofi Abolin, envoyé spécial de RTI 1 dans la capitale sénégalaise. Comme un certain nombre de dirigeants africains et dans le monde, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est attendu ce lundi à Dakar. Le chef de l'État ivoirien vient dans la capitale sénégalaise pour 2 rencontres. Il s'agit respectivement d'une conférence internationale sur le développement durable et un sommet sur l'UEMOA dont le président Alassane Ouattara est le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. En ce qui concerne la rencontre sur le développement durable organisée conjointement par le Sénégal et le Fonds monétaire international en partenariat avec les Nations unies et le Cercle des économistes, les participants vont entre autres s'atteler à trouver le juste équilibre entre développement et dette pour parler justement de cette question. S'agissant du sommet extraordinaire de l'UEMOA, il va permettre de plancher sur la situation sécuritaire devenue très préoccupante dans la sous-région,
Nul doute que les récents événements au Mali et au Burkina Faso seront au centre des échanges à l'occasion de cette rencontre. Plus de 238 milliards de francs CFA d'intention d'investissement dans le secteur agricole. La 5e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, le SARA 2019, aura été productif. La cérémonie de clôture a eu lieu ce dimanche, une édition qui aura tenu ses promesses en termes de mobilisation et de participation. Jean-Luc Bangbo. Clap de fin ce dimanche 1er décembre pour le SARA. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan a été pendant 10 jours la scène de toutes les découvertes, rencontres et réflexions autour du monde agricole. Une édition qui, de la vie des participants, a tenu toutes ses promesses. J'ai eu le privilège d'être là à la toute première édition du SARA. Nous en sommes à la 5e édition. Effectivement, le SARA a pris de l'ampleur, il a pris du volume. Et la parfaite organisation qui a été faite cette année montre que véritablement le SARA, la plus grande cérémonie, la plus grande manifestation agricole de la sous-région. Témoignage de ce succès de la 5e édition en chiffres. Les chiffres provisoires que nous avons, c'est 360 000 visiteurs qui ont été enregistrés contre 300 000 en 2017, une progression de 20%. Et en termes d'accords et conventions négociés, le montant se chiffre à 238 milliards de francs CFA contre 140 milliards en 2017, soit une progression, une hausse de 70%. Des records battus en termes d'affluence, mais également en termes de qualité des participants. L'on note que les experts sont venus de toutes les grandes institutions, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, la FAO. Les brillantes communications et les échanges qui ont suivi rendent suffisamment compte de l'intérêt réel et soutenu de tous. Parrain de cette cérémonie, le Premier ministre s'est réjoui du succès de cette 5e édition du SARA qui contribuera à insuffler un dynamisme nouveau au monde agricole. Cela augure d'une agriculture africaine disposant d'atouts et de potentialités à même de lui permettre de faire face aux défis de la sécurité alimentaire et de la nutrition à l'horizon 2030. Le message d'espoir que nous devons retenir de ce salon est qu'il est possible de relever le défi de la sécurité alimentaire en Afrique. Oui, il est possible à l'agriculture africaine de s'adapter au changement climatique tout en ne nuisant pas à l'environnement. Le Premier ministre a également rendu un vibrant hommage aux acteurs du secteur agricole, artisans des succès agricoles de la Côte d'Ivoire. Plusieurs parmi ces derniers ont été distingués au cours de cette cérémonie dans l'ordre du mérite agricole. La clôture du SARA 2019 a également été marquée par la distinction des meilleurs participants et surtout par la remise du prix Amadou Gon Coulibaly de la meilleure innovation dans le secteur agricole. Ce prix, doté d'un montant de 3 millions de francs CFA, a été raflé par la start-up BioSave. Le SARA 2019, ça a également été le concours du plus beau taureau. C'est une bête venue du Niger qui repart avec le titre. Mais elle reste sur le sol ivoirien car offerte au président Alassane Ouattara par l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire au nom du président nigérien Mahamadou Issoufou. En plus du taureau, le Niger a également offert une vache au chef de l'État ivoirien. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, a réceptionné ces bovins pour le compte du président Alassane Ouattara. Un signe d'amitié et de renforcement des liens entre les deux pays. On reste sur place au SARA 2019 où il a été question de la valorisation de la pomme d'Anakad. Les axes de ce projet ont été développés. Herman Guivet. Environ 5 millions de tonnes de pommes d'Anakad sont jetées à la poubelle et c'est un désastre. Pourtant, la pomme d'Anakad est un concentré de qualité. Cela fait 3 ans que nous travaillons d'arrache-pied dans la filière anacarde et je pense que je peux dire que le Profiab a quand même emmené beaucoup d'innovations très intéressantes qui seraient importantes à développer par la suite. On peut en faire énormément de produits variés. Le jus d'anacarde qui est très très bon, on peut ensuite le faire fermenter pour en faire de l'alcool, de la bière, du vin, du champagne, du koutougou.
Donc voilà, on peut en faire de la confiture, de la marmelade, on peut l'intégrer dans beaucoup de desserts différents. Aider les populations rurales de Côte d'Ivoire à appliquer des approches innovantes économiquement durables pour augmenter leurs revenus, et cela sans risque pour la biodiversité dans des aires protégées. C'est l'objectif général de ce programme de développement des espaces économiques et naturels, TAI et Comoé, en abrégé Profiab, présent à Sesara, l'un des programmes de la coopération internationale allemande, GIZ. Il faut savoir que le parc de Tailly, le parc national de Tailly et le parc national de la Comoé sont parmi les plus grands espaces naturels protégés de l'Afrique de l'Ouest et que l'objectif ultime du programme, c'est de contribuer à la sauvegarde, à la préservation de ces deux espaces naturels-là, donc à la flore et à la faune dans ces espaces-là. Ce sont les derniers refuges de la biodiversité en Côte d'Ivoire, tout en améliorant le revenu des populations riveraines de ces deux espaces. Deux axes ont donc mobilisé les efforts de ce programme, le développement de la filière anacarde par la réhabilitation des vergers et la transformation de la pomme d'une part et la sensibilisation des populations. Le Profiab a également apporté son soutien aux filières oignons, cacao et manioc. Ce salon est donc une opportunité de mettre en avant les résultats obtenus. Ce 1er décembre est aussi marqué par la Journée mondiale de lutte contre le sida. En marge de cette date symbolique, l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Cocody-Akwedo a initié une campagne de prévention du VIH-Sida et des grossesses non désirées chez les jeunes. Stéphane Loboué et Salima Toudia. Vêtus de leur tenue scolaire, les élèves de l'enseignement préscolaire et primaire de Cocody-Akwedo ont quitté les salles de classe pour occuper les rues d'Abidjan. Ces élèves parlent de lutte contre le VIH-Sida. Je marche pour lutter contre le sida. J'appelle mes mamans et mes papas pour lutter contre le sida. La sensibilisation sur la lutte contre le VIH-Sida dès le bas âge, une initiative de l'IEP Cocody-Akwedo. Le message, c'est de permettre à la Côte d'Ivoire de rester en dehors de cette pandémie, concept tant mortel sur le monde entier. Étant donné que nous sommes des éducateurs, donner la grâce aux enfants, cette chance aux enfants de ne pas être contaminés. Pancarte en main, les élèves ont passé des messages de sensibilisation autour du thème « Les organisations communautaires font la différence ». Les initiatives se multiplient en Côte d'Ivoire pour lutter contre le sida. On compte à ce titre cette action du projet de sauvetage et de valorisation de la baie de Cocody. À la base du chantier, des travaux ont été initiés pour informer les travailleurs sur les mesures de prévention et les bons gestes pour éviter la transmission du VIH-Sida. David Soyo et Didier Nguessan. Journée particulière au chantier de la baie lagunaire de Cocody. Ouvriers, techniciens et personnel administratif abandonnent leur poste le temps d'une campagne de sensibilisation contre les infections sexuellement transmissibles, IST et le VIH-Sida. Des démonstrations du port des préservatifs masculins et féminins et des échanges directs permettent aux 380 travailleurs ivoiriens et chinois d'être outillés sur les techniques de prévention de ces pathologies. J'ai appris beaucoup de choses. Le premier volet, il faut se préserver. Car là, quand tu te préserves, tu évites beaucoup de maladies. On ne doit pas utiliser les objets sués, les lames de quelqu'un d'autre, les rasoirs. Il faut prendre toi-même ta lame. Moi, ce qui me concerne, c'est au niveau des préservatifs des femmes. Franchement, c'est ma première fois de voir ça. En plus des communications sur la prévention, des séances de dépistage sont organisées pour permettre aux participants de connaître leur statut sérologique. Cette journée est pour amener ceux qui sont sur le chantier de construction du pont de Cocody à mesurer l'importance de leur travail pour ne pas qu'ils puissent avoir cette maladie qui pourrait les empêcher d'être au travail, qui pourrait les empêcher d'avoir de bons rendements. En Côte d'Ivoire, 390 000 personnes sont touchées par le VIH-Sida. Cette journée de santé initiée par le PABC, projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody, vise à briser la chaîne de transmission et renforcer les mesures de prévention contre le VIH-Sida.
Comment réagir face aux incidents de la vie courante, par exemple incendie, explosion d'une bouteille de gaz ou encore étouffement? Le commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires, le général Issa Sako, a répondu à ces questions dans le magazine de ce dimanche avec Hamza Diaby, suivant un extrait de cet entretien. Cette campagne qui va démarrer aujourd'hui permettra à la population, qui est le premier maillon de la chaîne des secours, de savoir quels gestes appliquer lorsqu'il est témoin d'un sinistre, un accident ou quelque événement qui se produit dans la vie courante. Donc, ça permettra à toute la population de pouvoir porter le geste qui va minimiser les risques sur l'événement qui s'est produit. Oui. En cas d'hémorragie, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait tout de suite avant que les secouristes n'arrivent? Une hémorragie, c'est un écoulement abondant de sang. Elle peut être une hémorragie interne ou bien une hémorragie extériorisée. Dans ce cas-là, il suffit simplement de faire une compression directe, c'est-à-dire avec juste une protection, appliquer la main sur l'orifice qui a été lésé et maintenir la pression. Ce 1er décembre que démarre cette campagne de sensibilisation initiée par le JSPM afin de prévenir et d'avoir les bons gestes face aux risques du quotidien. À Grand Bassam, dans le sud de Comoé, la Bissa 2019 est terminée. Isaïo nous fait vivre quelques moments forts de cette rencontre culturelle et aussi touristique du peuple Nzima Kotoko. Danse sacrée, la Bissa est une occasion pour les Comians de montrer leur maîtrise du monde ésotérique. Badigeonnée des Kaolins et tout des blancs vêtus, elle purifie et conjure le mauvais sort au sein du royaume. Porté en triomphe depuis le palais royal, le roi, Sa Majesté Amontanoé Désiré, veille sur le royaume Nzima Kotoko. La tenue cette année de la Bissa est un pari gagné pour lui après des incompréhensions de l'année dernière. En communion avec son peuple, il exhorte toute la communauté à l'union et à la cohésion. Cette fête de la Bissa a été rehaussée par la présence du vice-président Daniel Kablan-Tinkan, fils de la région. Il a apporté le soutien du président de la République Alassane Ouattara et du gouvernement au peuple Nzima pour cette célébration de la tradition. À présent, l'actualité internationale de la semaine, c'est dans le 7 sur 7. 13 militaires français de la force Barkhane ont trouvé la mort dans une collision accidentelle de 2 hélicoptères alors qu'ils menaient une opération de combat contre des djihadistes. Il s'agit de l'un des plus lourds bilans humains essuyés par l'armée française depuis l'attentat du Draka à Beyrouth en 1983. Un puissant tremblement de terre de magnitude 6,4 a frappé l'Albanie aux premières heures, faisant un bilan provisoire de 22 morts et environ 600 blessés et des dégâts matériels. Le Premier ministre a annoncé une journée de deuil national le lendemain mercredi. La nouvelle Commission européenne, dirigée par l'Allemande Ursula von der Leyen, a remporté le vote de confirmation du Parlement européen. Les députés ont approuvé le nouvel exécutif européen par 461 voix contre 157. L'ancienne ministre de la Défense est la première femme à être élue à la présidence de la Commission européenne. La justice guinéenne a remis en liberté provisoire les principaux leaders du FNDC, condamnés le 22 octobre dernier à de la prison ferme. Ils sont accusés d'avoir appelé à manifester contre le projet de nouvelle constitution qui pourrait ouvrir la voie à un 3e mandat du président Alpha Condé. Leur procès en appel est prévu pour le 5 décembre. Le Premier ministre irakien Adel Abdelmahdi annonce qu'il va présenter sa démission au Parlement au lendemain de l'une des journées les plus violentes en Irak en 2 mois de contestation. Cette décision intervient après le sermon du grand ayatollah al-Sistani appelant les députés irakiens à retirer leur confiance au gouvernement.
L'auteur de l'attaque au couteau qui a fait 2 morts vendredi à Londres avait déjà été condamné à 16 ans de prison pour des infractions terroristes avant d'être remis en liberté conditionnelle en décembre 2018. L'assaillant, Ousmane Khan, un homme de 28 ans, a été abattu. Le président namibien sortant a été réélu avec 56,3% des suffrages exprimés, un score en baisse par rapport aux 86% qu'il avait obtenu il y a 5 ans. Le chef de l'organisation du peuple du sud-ouest africain, SWAPO, parti au pouvoir, dévance largement Panduleni Itula, candidat dissident de la SWAPO, qui a obtenu 30% des suffrages. Et ces images de l'actualité dans le monde mettent fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. À 23 h, retrouvez Aboulaye Koné. Mais avant, suivez l'intégralité de la conférence de presse donnée par le chef de l'État à la fin de sa visite d'État dans la région du Hambol. Moi, je vous dis à demain et la rédaction de RTI 1 se joint à moi pour vous souhaiter un excellent mois de décembre. Bonsoir à tous.